Bienvenue dans le Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Je tenais encore une fois à remercier tous ceux qui m'ont écrit, qui ont partagé et écouté les précédents épisodes. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Nous sommes chaque semaine plus nombreux à sortir du prêt-à-penser facile. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir un invité, Pierre-Loup. Bonjour Pierre-Loup. Salut Victor, merci de me recevoir dans ton émission. Eh bien écoute Pierre-Loup, je t'ai invité tout particulièrement pour parler de sport et en particulier de sport de combat. Il se trouve que tu es en train de vivre en ce moment une expérience assez originale. Du coup je te propose de commencer par te présenter un petit peu à nos auditeurs et expliquer ce que tu fais. D'accord. Alors moi je m'appelle Pierre-Loup, j'ai 26 ans. Mon parcours à la base, moi j'ai fait l'armée de terre pendant 5 ans. Et en quittant l'armée il y a maintenant 1 an et demi, j'ai décidé de commencer le MMA et le jiu-jitsu brésilien. Donc j'ai fait un peu de compétition dans ces deux sports. Et depuis environ 6 mois maintenant, j'ai décidé de me consacrer entièrement au jiu-jitsu brésilien. Et pour ça, en fait, j'ai quitté la France pour aller m'entraîner au Canada. Et maintenant, je m'entraîne à temps plein et je me dédie entièrement à ce sport et à la compétition. Ok. Et du coup, donc ça, concrètement, si on prend un parcours un peu comme ça veut dire que dans combien de temps, a priori, quelles sont un peu les perspectives d'évolution sur le moyen court terme ? Pour moi, en fait, mon objectif en ce moment, c'est de faire de la compétition au maximum. Voilà, en fait, j'ai envie de profiter un peu des années de jeunesse que j'ai pour exploiter mon potentiel physique à fond. Donc voilà, pendant les 10 prochaines années, j'ai envie de faire énormément de compétition, d'aller le plus loin possible dans ce sport. Et pour moi, en fait, dans ce sport particulièrement, les perspectives d'avenir, bon, être pro, ça existe pas vraiment, c'est extrêmement rare. Donc pour moi, c'est surtout, voilà, j'aimerais enseigner et un jour, si possible, ouvrir un club de jiu-jitsu en France. Ok, donc l'idée, c'est un peu d'en faire un métier. Alors justement, comment est-ce qu'on en vit un petit peu du sport concrètement ? Concrètement, moi, j'en vis parce qu'à côté, je fais un peu de coaching en musculation. Et parce que c'est compliqué d'en vivre. Il y a des sports dont on peut vivre. Par exemple, le MMA, si on devient combattant pro, on peut en vivre. Des sports comme la boxe anglaise ou ce genre de sport-là. Mais voilà, moi, dans le sport que je pratique, qui est le jiu-jitsu, c'est rare. Donc en vivre directement, c'est très compliqué. Donc après, quand on atteint un certain niveau de compétition, on peut avoir certains sponsors, des partenariats et ainsi de suite. Mais sinon, c'est pas disons que c'est pas une perspective réaliste pour moi de me dire oui, je vais devenir professionnel dans ce sport. Je suis obligé de faire des choses à côté. Ok, mais des choses à côté toujours en lien avec le sport. Oui, c'est ça, voilà. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a fait justement que tu as un peu accroché à ce sport, ou on pourrait dire de manière générale au sport de combat, plutôt que, je sais pas moi, un autre sport comme le foot, le rugby ou d'autres sports ? Alors, si tu veux, je vais te parler un peu de mon parcours dans ce sport-là. Moi, j'ai connu les sports de combat à l'origine quand j'étais adolescent. Donc, comme beaucoup de gens, j'ai connu grâce à l'UFC. Voilà, donc moi quand j'étais ado, l'UFC, c'était une belle époque. Il y avait, c'était le prime de Georges Saint-Pierre, de John Jones, de grands combattants comme ça. Ça m'a beaucoup, j'ai beaucoup aimé regarder ça. Je pense que comme beaucoup de jeunes garçons, c'est un peu quelque chose qu'on a en nous. On est attiré par ça. Et donc, vers l'âge de 17 ans, j'ai commencé la boxe. Donc, j'ai commencé d'abord la boxe pied-point en faisant du kickboxing pendant environ 2-3 ans, mais seulement en loisir. J'ai jamais fait de compétition. Puis j'ai rejoint l'armée. Donc pendant l'armée, pendant 5 ans, j'ai pas vraiment fait de sport de combat. Enfin voilà, à l'occasion, on en faisait un petit peu au régiment. Et ensuite, en quittant l'armée, j'ai décidé de faire de la compétition. Et donc je me suis tourné vers le MMA. Donc ça s'est fait un peu naturellement. J'ai pas eu cette décision de me dire ok, je vais faire du MMA. Enfin, c'est pas tombé de nulle part. Je sais pas, c'était un peu une suite logique. Je saurais pas trop comment l'expliquer.
Mais voilà, c'est une envie que j'avais vraiment de faire un sport de combat en compétition. Et donc je me suis entraîné à la base en jiu-jitsu pour faire du MMA. Et donc pendant un an, j'ai eu le temps de faire 3 combats amateurs de MMA et plusieurs compétitions de jiu-jitsu brésilien. Et en fait, le jiu-jitsu brésilien m'a plus plu, notamment la partie qu'on appelle nogi. Donc nogi, c'est sans kimono. En jiu-jitsu brésilien, on a la version avec kimono et sans kimono. Donc sans kimono, c'est en short t-shirt. Il y a plus une approche qui ressemble à de la lutte. Et moi, ça m'a plus plu parce qu'en fait, le MMA, c'est quand même un sport qui est assez particulier, comme tous les sports de percussion, où en fait, voilà, il faut aimer prendre des coups et en recevoir. Enfin, prendre des coups et en donner, pardon. Donc voilà, moi, c'est pas quelque chose que j'aimais particulièrement. Mais par contre, le jiu-jitsu et chercher la soumission et le côté très technique et le côté préhension du jiu-jitsu, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plus plu. Et donc maintenant, je m'entraîne uniquement là-dedans et je m'entraîne tous les jours et je me lasse pas du tout. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à faire ce sport-là. Et du coup, il y a un moment où je me suis dit, d'accord, t'as découvert le jiu-jitsu brésilien en kimono, t'as découvert le nogi, t'as découvert le MMA. Et en fait, je me suis dit, maintenant j'ai 25, 26 ans. Si je veux essayer d'aller loin dans un sport, il faut en choisir un. Et donc, j'ai choisi celui qui me plaisait le plus, c'est-à-dire le jiu-jitsu brésilien. Et c'est combien d'heures d'entraînement, du coup, par jour ? Moi, je m'entraîne, alors en termes de nombre d'heures, je fais 2 entraînements par jour. Donc, c'est pas tous les jours 2 entraînements de jiu-jitsu. En fait, il y a environ 3 jours dans la semaine où je fais 2 fois jiu-jitsu par jour. Et sinon, les autres jours, c'est un entraînement de jiu-jitsu et un entraînement en musculation, voilà, renforcement musculaire, mobilité, tout ça. Je vais à la salle de muscu, quoi. Et ça représente dans une journée environ 4 heures à peu près. Ouais, en moyenne 4 heures d'entraînement. Et du coup, qu'est-ce qui a fait vraiment parce que là, tu me dis voilà comment c'est venu en termes de processus, mais qu'est-ce qui explique, enfin comment t'expliques peut-être le fait vraiment d'accrocher à cette dimension un peu unique finalement qu'on retrouve dans les sports de combat, c'est la dimension combative où t'es seul face à un adversaire, t'es pas dans une équipe, Ouais. il y a quelque chose d'assez, enfin voilà c'est presque une expérience un peu existentielle, quoi. Oui, c'est ça. Moi, en fait, j'ai accroché parce que c'est une expérience que j'avais jamais connue auparavant. C'est-à-dire qu'en grandissant, j'ai fait que des sports collectifs. Donc, j'ai fait du rugby, j'ai fait du hockey, voilà. Et en fait, la particularité des sports de combat, c'est peut-être pareil avec tous les sports individuels, mais bon, dans une moindre mesure, c'est qu'en fait, que tu gagnes ou que tu perdes, c'est toute la responsabilité ne te revient qu'à toi. Tu peux pas rejeter la faute sur tes coéquipiers, tu peux pas rejeter la faute sur tes entraîneurs. En fait, t'es vraiment seul face à un adversaire. Et, et donc quand tu perds, c'est entièrement de ta faute. Et donc tu dois toi-même trouver, ok, pourquoi j'ai perdu, qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je dois retravailler pour la prochaine fois. Et si tu gagnes, en revanche, bah, tu sais que tu peux être fier de toi. Et si tu gagnes, tu peux. Bon, forcément, on n'est jamais tout seul dans le sport de combat parce qu'on a des bons entraîneurs, on a des bons partenaires d'entraînement et ainsi de suite qui nous aident à gagner. Mais en fait, si tu gagnes, il n'y avait que toi sur le tatami ou dans la cage à ce moment-là qui a fait que tu as gagné. Et ça, c'est une sensation qui est assez unique et à laquelle on accroche en fait. Et même dans la défaite, on a envie de revenir. Et ça, je n'ai pas trouvé ça dans un autre sport que dans les sports de combat. Ok. Et du coup, pareil aussi sur cette dimension peut-être plus physique, qu'est-ce que d'après toi tu retrouves en particulier justement dans un sport de combat alors on pourrait dire finalement tous les sports sont physiques, qu'on soit rugbyman, athlète de manière générale, on doit passer par un entraînement physique intense, mais est-ce que tu y vois justement des choses un peu plus particulières ? Bah oui, déjà il y a la douleur. Donc voilà, ça apprend un peu l'humilité, mais c'est quand même rare des sports. Bon, oui, tu parlais du rugby, le rugby un petit peu. Mais voilà, quand tu vas faire un combat de MMA par exemple, ou un combat de percussion tel que la boxe thaï, tu sais que tu vas avoir mal.
Et ça, c'est quelque chose qui est difficile en termes de stress notamment. Avant de monter dans le ring ou d'aller dans une cage, c'est assez stressant de savoir qu'on va avoir mal quoi qu'il arrive, qu'on gagne ou qu'on perde. Et ça notamment, moi maintenant je fais que du jiu-jitsu. C'est un peu différent parce qu'en jiu-jitsu, si tout se passe bien, tu vas au combat, mais tu sais que tu vas pas prendre des coups, tu vas pas devoir donner des coups et généralement t'as pas mal. Donc ça, c'est un truc qui est particulier dans les sports de percussion. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose à vivre au moins une fois. Si on en a l'occasion, il faut essayer de faire un combat de boxe amateur, un combat de MMA, quelque chose, parce que c'est quand même c'est un ascenseur émotionnel. C'est vraiment quelque chose à vivre. Alors, moi, justement, enfin, je rebondis un peu là-dessus parce que moi, je fais de la boxe thaï depuis une petite dizaine d'années, Ouais. mais toujours en loisir. J'ai eu la seule occasion que j'ai eue de partir en compétition. En fait, ça a été annulé par le Covid. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'avait particulièrement marqué sur les entraînements pour aller en compétition, c'était le stress, justement, quand on monte sur le ring, qui fait que j'ai l'impression quand même qu'on perd ses moyens. Enfin, je sais pas dans quelle proportion on perd ses moyens, mais moi j'avais l'impression finalement de l'éventail de techniques que j'étais capable de maîtriser en sparring sans stress. Tout d'un coup se réduisait, voilà, où j'étais beaucoup moins réactif, beaucoup moins diversifié dans mes techniques. Et justement, un peu, pour toi, c'est quoi la part dans ce sport entre la technique, le physique, et puis on pourrait dire le mental, même si dans le mental, on pourrait peut-être rediviser en d'autres parties. Enfin, je sais pas comment toi tu vois les choses. En fait, je pense que le mental a vraiment une part énorme dans les sports de combat. Mais en fait, plus on est. Alors, par contre, juste par rapport à ce que tu as dit, c'est totalement vrai. On perd un peu ses moyens, surtout au début, quand on monte sur le ring ou sur le tatami en compétition. Les premières fois, on perd ses moyens parce que y a du public, il y a des gens qui regardent. Et puis, on n'a vraiment pas envie de perdre. Tu sais, quand tu es à l'entraînement, tu fais des sparring avec tes potes, tu perds, c'est un jeu, entre guillemets. C'est pas grave. Là tu n'as vraiment pas envie de perdre. Et donc, ouais, en général, on reste, surtout sur la partie boxe, on reste un peu sur les 4-5 techniques qu'on connaît bien, parce que c'est ce qui vient instinctivement. Mais donc ça, oui, enfin, moi, dans ce que j'ai vécu, j'étais beaucoup moins performant surtout au début. Maintenant ça s'améliore parce que j'ai plus d'expérience, mais au début on est beaucoup moins performant sur le ring en compétition qu'à l'entraînement, donc ça faut en être conscient. Et ensuite, oui, l'aspect mental est énorme. Et en fait, je dirais que ce qui fait que ça s'améliore avec le temps, c'est enfin, ce qui augmente la confiance en soi. Il y a pas une formule magique de oui, j'ai tel combattant, il a super confiance en lui. En fait, ça vient pas de nulle part. Euh, Quand on a confiance en soi, c'est qu'on sait qu'on est capable de faire quelque chose, donc on est confiant. Donc moi maintenant, quand je vais sur un tatami en jiu-jitsu, en fait, j'ai beaucoup moins de stress parce que je sais ce que j'ai envie de faire. Je sais ce que j'ai envie d'appliquer. Je sais que j'ai travaillé en amont toutes les techniques que je voulais intégrer dans mon jeu. Et donc, en fait, je suis beaucoup moins stressé parce que comment dire, je sais que j'ai quand même une chance significative de gagner. Alors que mes premiers combats de MMA ou de Jiu-Jitsu, voilà, j'étais vraiment débutant et en fait, j'allais un peu, j'allais vraiment dans l'inconnu. Donc ça, c'était beaucoup plus stressant. Mais avec le temps, ça s'améliore beaucoup. Et du coup, la part, en gros, qu'on pourrait dire plus technique ou plus physique, par rapport au mental, tu les placerais comment ? Alors le physique, je pense que je mettrais le physique en deuxième. Bon là je dis ça un peu sans réflexion là, mais, mais oui, je pense que le physique je le mettrai en deuxième parce qu'en fait si on n'a pas de caisse, on peut appliquer aucune technique. Et en fait souvent, dans un combat, quand il y a deux adversaires qui ont à peu près la même force, le même poids, le même niveau technique, ce qui va faire que l'un va gagner par rapport à l'autre, en fait c'est le physique. Voilà, si le combat s'éternise un peu, c'est réussir à faire en sorte que l'autre n'ait plus envie d'être là et abandonne, donc que ce soit en soumission en jiu-jitsu ou par TKO en MMA, voilà, et tout ça, c'est uniquement le physique qui va faire ça. Et après, oui, en troisième, forcément il y a les techniques, parce que sans technique on peut pas, le physique ne sert à rien, surtout dans les sports comme le jiu-jitsu.
Oui, et notamment la technique, faut être conscient que quand on sera dans le ring ou dans la cage ou sur le tatami, c'est souvent les techniques qu'on connaît le mieux et qu'on fait le plus souvent qui vont ressortir instinctivement. On va pas partir sur des techniques qu'on connaît peu, et donc d'où l'importance de répéter, répéter, répéter certaines techniques, et en fait d'essayer de développer un peu son propre jeu et d'avoir ses techniques préférées qu'on sait qu'on peut faire quoi qu'il arrive, peu importe le stress, et ainsi de suite. Moi, je sais pas, il y a une image que j'aime bien, je sais pas trop si toi ça te parle, un peu, mais finalement qu'on retrouve pour le coup vraiment dans tous les apprentissages, que ce soit des apprentissages même de techniques manuelles qui n'ont rien à voir avec les sports de combat, ou même soit la conduite automobile, enfin tout ce que l'homme apprend, c'est finalement un peu comme si on développait presque des réflexes, une seconde nature, où à un moment donné, on n'a plus du tout besoin de se poser des questions, où les choses deviennent finalement presque un instinct, parce que justement, dans une situation de stress, en réalité, il n'y a plus que l'instinct, en quelque sorte, qui est capable d'être utilisé. La partie vraiment de la finesse stratégique, de la réflexion intellectuelle, elle est quand même sacrément atrophiée dans ce genre de situation de combat, quoi. Ah oui, complètement, oui, oui. Mais en fait, le cerveau se met en mode, je sais pas comment on dit, fight or flight en anglais. C'est l'instinct de fuite ou de combat. Et donc en fait, c'est vraiment le cerveau, ouais, c'est les instincts primaires qui prennent le dessus. Et donc voilà, on est dans une phase de stress où le cerveau dit au corps, en fait, tu n'es même pas censé être là. Et donc voilà, c'est dans ce moment-là, réussir à réfléchir et à faire une technique, c'est assez compliqué. Donc effectivement, si on a répété la chose suffisamment, on n'a pas besoin d'y réfléchir et ça vient instinctivement. D'où l'importance quand même de s'entraîner beaucoup en vue enfin, si on veut faire des compétitions en sport de combat. Mais c'est comme, voilà, si toi je te dis, bah, fais un jab, tu vas savoir faire un jab sans devoir te dire, ok, je dois mettre le pied là, je dois pousser avec le pied arrière, et ainsi de suite, tu vas savoir le faire. Et alors, si on parle un peu de tout ça, moi je pense qu'il y a une dimension un peu de passion qu'on peut retrouver vraiment dans tous les sports, même dans tous les loisirs, dans tous les jeux, même dans des métiers. Mais ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a une dimension un peu vraiment existentielle dans le sport de combat. Qu'est-ce que tu dirais un peu justement à tous ceux qui nous écoutent et qui peut-être pour eux c'est pas leur truc, ou ils ont jamais essayé, ou enfin voilà, ils en voient pas forcément la raison, pour les inviter à essayer justement sans forcément en pratiquer, sans que ça devienne un métier ou un loisir quasiment à temps plein. Quels seraient un peu, toi, les arguments pour essayer justement de convaincre nos auditeurs, peut-être plus les garçons, mais pourquoi pas même aussi les filles d'ailleurs, d'essayer tout simplement de s'inscrire à un sport, de commencer. Euh, Ce que je dirais, c'est que déjà malheureusement, en fait, pratiquer un sport de combat, c'est quelque chose qui devient assez nécessaire. Parce que moi, je trouve qu'on vit quand même dans une société assez violente. Et donc être capable de se protéger soi ou de protéger ses proches, c'est quelque chose qui est plus vraiment une option. Ensuite, pour le Alors, sport de combat, oui. juste pour revenir un peu sur cet argument-là, je suis d'accord avec toi, mais on peut dire aussi quand même qu'il y a une immense différence entre subir une agression dans la rue Oui, et monter sur un ring quand on est entraîné. Enfin, ouais. Alors, les conditions ouais, sont quand même hyper différentes. c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est tout un débat. C'est tout un débat, mais en fait, on a beaucoup parlé du stress et des émotions qui surviennent lors d'un combat. Et en fait, rien que le fait d'avoir été souvent exposé à ce stress et à savoir ce que c'est, bah, de prendre un coup, en fait, ça nous prépare à ces moments-là, parce qu'on peut du coup réagir malgré le stress et prendre des décisions rapidement et donc se mettre en sécurité. En fait, rien que ça déjà, c'est un aspect qui est important. Et ensuite, un gars qui se fait agresser dans la rue, qui a jamais pris un coup dans la tête, par rapport à un boxeur amateur qui fait quelques combats dans l'année, bah, le boxeur amateur est déjà bien plus préparé à réagir et à se sortir de là que celui qui n'a jamais fait de sport de combat. Ouais, tout C'est à fait surtout dans d'accord. ce sens-là. Mais ce que je veux dire, c'est que Je suis en gros, d'accord avec toi que oui, ça n'a rien à voir et qu'en fait, tu peux, oui, oui, c'est des situations très compliquées, ça n'a rien à voir. non, mais c'est important aussi pour nos auditeurs qui connaissent pas forcément un peu les différentes distinctions, mais que en gros les sports de combat et les arts martiaux se distinguent de ce qu'on peut appeler le self-défense,
Oui. Et qui là du coup va avoir le self-défense va avoir beaucoup plus une approche pragmatique de la rue. Alors même si moi pour le coup j'ai fait du self-défense, j'ai vraiment pas du tout accroché parce que j'avais l'impression que c'était enfin on nous faisait arrêter des couteaux ou Oui. des trucs de fou, mais en fait avec tellement peu de la partie physique était tellement négligée, en tout cas dans moi la pratique que j'en ai fait, que je me demandais vraiment si un jour je serais capable d'utiliser cette technique-là en situation réelle. Et je trouvais pour le coup que la boxe, qui effectivement était très éloignée de la rue, comme tu disais, effectivement préparait à se connaître soi-même, connaître ses limites, savoir recevoir un coup. Et puis en fait, Ouais. une fois qu'on développe justement des réflexes très simples, mais en gros voilà, justement le jour où la situation devient ultra stressante, il en reste quand même quelques éléments épars et on sait se protéger au visage, éventuellement donner un coup, etc. quoi. C'est ça. Ouais, déjà, c'est un conseil que je donnerais, c'est si vous voulez faire de la self-défense, faites des sports de combat classiques. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Je pense que c'est mieux pour se préparer. C'est mieux de faire des sports entre guillemets des vrais sports de combat. Et, euh, et ensuite, oui, pour encourager quelqu'un à essayer les sports de combat, en fait, la plupart des clubs de sport de combat font des cours d'essai ou des cours gratuits. Donc ça, c'est très bien pour essayer. Souvent, il y a une très bonne ambiance dans les clubs de boxe, dans les clubs de jiu-jitsu. Et aussi, il faut juste trouver le sport de combat qui nous est adapté. Moi, comme je te disais, par exemple, voilà, les sports de percussion, j'en ai fait un petit peu, mais c'est moins mon truc. Voilà, moi, je préfère voilà, la lutte, le jiu-jitsu, donc je me suis tourné vers ça. Et je pense notamment que le jiu-jitsu brésilien, c'est un sport qui est vraiment adapté à tout le monde, qui est très ludique. Et donc, j'encouragerais vraiment n'importe qui a peut-être un peu peur de la violence des sports de combat. Je leur conseillerais d'essayer le jiu-jitsu brésilien. Parce que moi, au début, j'avais commencé ce sport-là uniquement pour faire du MMA en me disant, ouais, il faut que j'ai une base au sol et ainsi de suite. Et au final, j'ai bifurqué là-dessus parce que j'ai préféré passer du temps sur le tatami que dans la cage. Et du coup, donc, un peu sur cet autre conseil, est-ce qu'il n'y a pas aussi, finalement, est-ce qu'on renoue pas aussi peut-être avec une dimension peut-être plus ancestrale? Alors ça fait peut-être un peu romantique de dire ça, mais un peu de chevalier, ou voilà, enfin en fait, où à une époque, être un homme, c'était aussi justement, ça faisait partie, le fait de savoir se battre, ça faisait partie, on pourrait dire, d'apprendre à être un homme tout simplement, quoi. Oui, je suis d'accord. Ça, je pense que c'est la raison pour laquelle ça nous parle tous. Je pense que je pense que tu es d'accord avec moi, tous les hommes, quand on était enfant, on faisait la bagarre entre nous, voilà, on se faisait des scénarios dans notre tête de voilà, un jour, si je dois défendre quelqu'un dans la rue, et ainsi de suite. Je pense que c'est juste quelque chose qu'on a en nous, c'est inné. C'est Oui, oui, et donc en fait, en plus, on est dans une époque où on se bat plus, c'est très bien, mais on se bat plus sur les champs de bataille généralement. Il y a plus de, il y a plus de guerre d'envergure en France pour l'instant en tout cas. Donc en fait, voilà, l'endroit qui nous reste pour un peu être des guerriers, c'est le tatami ou le ring. Oui, je pense que je pense que c'est important et je pense que ça fait partie de qui on est. Alors, si on essaye un peu justement de balayer peut-être les idées reçues, déjà, première idée reçue à laquelle je pense, c'est la violence, quoi. Donc, en gros, Ouais. est-ce que quand on commence un sport de combat, on finit forcément par se faire exploser la gueule dès les premiers cours, quand on est un débutant voilà. Alors non, on se fait pas casser la gueule dès les premiers cours. Par contre, il faut quand même être conscient qu'on va prendre des coups et comme je disais au début, et on va avoir mal. Ça c'est une réalité. Mais je pense que c'est ça qui fait la beauté de ces sports-là. Non, non, les gens qui pratiquent les sports de combat depuis longtemps sont intelligents et savent que voilà, s'il y a un débutant qui arrive le premier jour, on va pas l'allumer. Ça ne sert à rien. Et moi, tous les clubs où j'ai pratiqué étaient toujours voilà, très bienveillants envers les débutants. Et personne n'est reparti avec voilà, la gueule cassée le premier jour. Alors, moi, pour aller un peu dans ton sens, je dirais que déjà, moi, c'est vrai que j'ai vu plus facilement des accidents en rugby ou en foot qu'en boxe. Oui.
Et puis, moi, ce qui m'avait marqué dans les clubs que j'ai fréquentés, c'est souvent que les meilleurs boxeurs et même, aussi en JJB parce que j'étais à un club où il y avait les 2, il y avait JJB et boxe thaï, que les meilleurs, enfin les coachs principalement, quand on était en sparring avec eux, étaient, les gars les plus, délicats, les plus fins et qu'en fait, en gros, je me suis jamais fait mal, moi, clairement, en boxant avec des gars qui avaient, 30-40 ans de boxe derrière eux, avec des mecs qui étaient, ultra bons en JJB. En fait, voilà, bah, effectivement, ils avaient le dessus sur moi, mais justement, ils me laissaient pratiquer un peu le peu de technique que j'avais et sans jamais voilà, en profiter pour faire mal inutilement, quoi. Oui, oui, bah ouais, c'est exactement ça. En fait, le problème un peu entre guillemets des sports de combat, c'est que il y a quand même une part d'ego. Donc c'est un problème sans être un problème, parce que l'ego, c'est aussi ce qui fait qu'on va vouloir gagner. Mais en fait, dans une salle où voilà, il y a certains débutants ou certaines personnes qui boxent depuis pas très longtemps, ou qui font du JJB depuis pas très longtemps, en fait, eux voient les sparring dans la salle comme des combats. Donc ils veulent forcément gagner. Et donc c'est souvent avec des débutants qu'on va se blesser ou qu'on va y aller un peu trop fort parfois, parce que des mecs plus expérimentés qui font de la compétition régulièrement, en fait, ils ont rien à prouver dans la salle. Donc c'est pas des gens qui sont dangereux. Il faut plus se méfier des débutants en termes de blessures que des gens expérimentés. Moi, je me suis blessé une fois cette année. J'ai été blessé légèrement à la côte. Bah, c'était avec un débutant. Alors que si je tourne avec des ceintures noires, je sais que je vais pas me blesser. Et autre idée un peu reçue, souvent moi ce que j'entends, c'est que c'est toujours très mal fréquenté, les clubs de sport de combat, que c'est un peu un truc de racaille, et cetera. Qu'est-ce que tu répondrais par rapport à ça? Non, non, moi je dirais que c'est pas vrai. Justement, au contraire, je dirais que c'est quand même les salles de sport de combat, des endroits qui mélangent vraiment des gens de tous milieux sociaux et de toutes origines. Donc non, non, c'est pas un milieu de racaille. Au contraire, parce que je pense que les gens qui veulent, voilà, qui veulent faire des sports de combat et qui sont attirés par la compétition, par le challenge, voilà, par le dépassement de soi, sont des gens qui ne sont pas des racailles enfin, voilà, qui ont pas un comportement de racaille de base. Donc non, non, je pense que c'est pas du tout, moi en tout cas les clubs que j'ai fréquentés ne sont pas et n'étaient pas des endroits mal fréquentés, c'est sûr. Ouais, bah, j'abonde dans ton sens, hein. Moi, toute mon expérience, effectivement, quand j'ai découvert des nouveaux clubs, alors parfois les gens avaient des styles effectivement un peu loufoques, mais j'ai toujours été surpris de tomber sur des mecs géniaux. Et les quelques mecs qui se comportaient comme des racailles se sont fait virer du club très Ouais. rapidement parce que les coachs toléraient pas en fait des mecs qui aient des comportements nuls et encore plus en compétition. Enfin, je me souviens d'une compétition, en plus c'était un gamin, hein, un gars devait avoir 16-17 ans, mais avait insulté l'autre, menacé son adversaire avant le combat. Il s'est fait disqualifier tout de suite. Alors Ouais. il s'est plaint de racisme, de machin, mais bon, en fait c'était ridicule parce que l'arbitre était finalement de la même couleur que lui. Enfin bon, bref, tout ça était assez grotesque, mais voilà, moi clairement, j'ai jamais vu de comportement racaille. J'ai vu parfois des mecs qui frappaient fort, mais justement, en fait, quand le mec frappait fort et que l'autre derrière était pas ok pour rentrer un peu dans le dur, les coachs intervenaient tout de suite, quoi. Donc en fait, voilà, si on peut rassurer un peu ceux qui nous écoutent, dites-vous vraiment qu'en général, même si les gens au premier abord ont pas forcément des looks BCBG dans le club dans lequel vous allez aller. Il n'empêche que c'est quand même souvent l'esprit du sport. En fait, généralement, fait un peu du ménage et il y a une bonne ambiance dans les clubs, quoi. Oui, et puis aussi, je dirais quelque chose, c'est que même s'il y a quelques personnes, voilà, qui sont un peu, comme tu dis, qui se frappent fort, ou des gens qui ont un peu trop d'ego, ou qui ont des comportements qu'on n'apprécie pas trop, bah, c'est aussi l'apprentissage de la vie, quoi. On n'est pas toujours avec des gens qui ont les mêmes tempéraments que nous. Voilà, c'est un peu un apprentissage de la vie. Et faut savoir gérer différents comportements, différentes approches. Alors, dans les autres idées reçues par rapport au sport de combat,
J'en vois pas forcément, enfin comme ça là d'autres qui me reviennent à l'esprit. Parce que je sais pas, toi, t'as un peu des remarques qu'on t'a fait un peu dans ton entourage sur justement ton parcours, le fait que tu te lances là-dedans. Est-ce que tu vois d'autres choses? Ouais, bah, en fait, moi, disons que je sais que dans ma famille, par exemple, bah, maintenant ça va mieux, mais au début, bah, c'était pas très bien vu. Parce que c'était, surtout le MMA, c'était vu comme un truc de racaille. Le MMA, c'est pour les voyous. T'as les oreilles défoncées, tu ressembles à rien. Non, j'exagère, mais si, ça, on me fait souvent des remarques là-dessus. Mais ça, c'est pas grave. C'est sûr que quand on voit effectivement les oreilles des champions de MMA, ça fait un peu peur. On n'a pas Ouais, envie ouais, c'est ça. d'avoir tout de suite les mêmes. Ouais, ouais. Mais non, mais je dis ça en rigolant parce que c'est un détail, mais oui, en fait, bah, ça renvoie un peu une image dans certains milieux, bah, c'est pas un truc très classe, quoi. C'est pas très chic de faire des sports de combat, voilà, c'est pas des sports qui sont, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est euh, c'est pas, disons que socialement, voilà, c'est pas très, c'est peut-être moins bien vu que de faire des sports moins violents. Dans certains milieux. Moi, je sais que voilà, dans ma famille, c'était un peu mal vu au début. Bon, maintenant, je commence à m'y mettre sérieusement, que je gagne des compétitions et ainsi de suite. Ma famille est fière de moi et ainsi de suite. Ils comprennent pas vraiment où ça va. Ils comprennent pas trop que j'essaie d'en faire mon métier. Ça leur parle pas, mais ouais. Alors, du coup, quand on essaye un peu justement de passer donc du niveau débutant, moi je dirais peut-être le principal défi, je pense, pour ceux voilà, qui nous écoutent, qu'on n'ont jamais fait, c'est déjà première chose de passer le pas, quoi, de vous dire bah tiens, je vais m'y mettre. Mm. Puis le deuxième défi, c'est d'être régulier, quoi, pas abandonner en cours d'année. Ouais. C'est vrai qu'il y a toujours un peu une lassitude, je pense, pendant les saisons un peu froides où on est moins motivé pour aller aux séances, mais je pense qu'il faut se mettre un petit coup de pied au derrière pour pas abandonner. Tu vois un peu d'autres choses aussi qu'on peut donner comme conseil pour Ouais, ceux bah, qui veulent vraiment s'y mettre, quoi. moi, je pense que déjà, il faut essayer de se fixer un minimum d'entraînement par semaine. Et c'est vraiment essayer de s'y tenir. Moi, je dirais 3. Je dirais que si on a envie de faire une compétition amateur un jour, je pense que 3 entraînements par semaine, c'est vraiment le minimum. Et aussi, si on va dans un club avec l'envie de faire de la compétition, bon, si aussi le premier jour on arrive, on dit au coach qu'on va faire de la compétition, je pense qu'il va, voilà, il va pas trop prendre ça au sérieux, parce que si vraiment on ne sait rien faire, il va pas écouter. Mais voilà, si à un moment on s'entraîne pendant quelques mois et qu'on se sent prêt, qu'on a envie de faire de la compétition, il faut en parler à son coach ou à son professeur. Parce que c'est rare que le coach vienne chercher les gens en disant ouais, toi, je pense que tu es prêt pour de la compète, ainsi de suite. Il faut faire part au coach de son envie de combattre. Donc voilà, les conseils, c'est 3 fois par semaine minimum, je dirais, et dire à son entraîneur qu'on veut faire de la compétition. Et, et donc, ouais, du coup, moi, genre, je sais pas, moi, c'est un truc que je fais aussi pas mal, c'est que quand parfois j'ai pas de temps, parce que parfois, c'est vrai qu'avec les enfants et la famille, alors moi, là où je suis, j'ai que des entraînements le soir, quoi, donc c'est forcément louper Ouais, un dîner en famille. c'est ça. Donc moi, j'essaye de m'entraîner en journée, et en fait, je trouve quand même, enfin, je sais pas si tu approuveras ou pas, mais qu'avec peu de matériel, on peut s'entraîner quand même assez raisonnablement. Alors ça vaut pas évidemment des vrais sparring, des vraies séances techniques avec un prof, avec d'autres personnes et tout, mais seul, on peut déjà, ne serait-ce que sur la partie vraiment musculaire, cardio, faire beaucoup de choses avec quelques haltères, kettlebell, éventuellement corde à sauter, sac ou des choses comme ça, mais sans forcément investir une salle de sport pro. On peut déjà faire des choses correctes. Ça, je suis d'accord. En fait, c'est l'intention qui compte. Il y a tellement d'aspects du jeu à travailler en sport de combat. Donc, comme tu dis, voilà, tu peux bosser ta condition physique dans ton coin, mais ça peut être même regarder des combats. Moi, je fais ça beaucoup, hein, quand je regarde des combats de jiu-jitsu tous les jours. Et je regarde des vidéos, voilà, sur des techniques, voilà, des explications sur des thèmes, sur différentes méthodes, ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu un travail intellectuel presque. Donc on peut trouver plein de manières de s'entraîner. Bien sûr, l'entraînement dans le club où on s'entraîne avec son entraîneur, faire des sparring et ainsi de suite, c'est la base. Mais si on peut pas y aller 3 fois par semaine ou plus, voilà, s'entraîner dans son coin et bosser sa condition physique, c'est aussi un entraînement.
Donc c'est bien que tu fasses ça quand tu peux pas aller t'entraîner dans ton club de boxe. Et du coup, ensuite, quand on décide un peu de passer du coup à une vitesse supérieure, quelles sont un peu les autres dimensions qu'il faut essayer d'introduire dans sa pratique? Voilà, le premier truc qui me viendra à l'idée, c'est l'alimentation. Et c'est essayer de manger sainement. Donc sainement, et maintenant il y a tout et le contraire de tout qui se dit en termes d'alimentation, mais manger d'une manière où on se sent bien aux entraînements. Donc voilà, manger suffisamment de protéines, manger un bon ratio de glucides, lipides, protéines, ainsi de suite. Donc je pense que l'alimentation c'est important pour bien récupérer. Et non, c'est aussi s'entraîner ensuite en sachant qu'on veut aller en compétition. Et donc comme ça, on met un peu plus d'intensité dans les entraînements. Et en fait, comment dire, on, on voit après les sparring, on les voit un peu comme des tests pré-compétition. En fait, c'est un peu plus l'intention qui va changer qu'autre chose. L'entraînement reste le même, mais voilà, on veut appliquer des techniques, on veut travailler des nouvelles techniques. En général, quand on veut faire de la compétition, on y met un peu plus de cœur, j'ai remarqué. Et alors, du coup, sur l'alimentation, toi, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que t'as adopté un peu comme régime au quotidien? Est-ce que tu as des choses particulières que tu as mis en place? Alors moi je suis pas je suis pas diététicien, donc je fais souvent voilà, je fais quand même des écarts. En général, ce que je fais moi, j'ai une manière assez simple pour fonctionner, c'est que la semaine, en gros du lundi au vendredi, j'ai une diète assez stricte entre guillemets parce que j'aime ce que je mange, mais voilà, je fais pas vraiment d'écart, je mange un peu toujours la même chose. Donc je mange 3 repas par jour, assez équilibré en lipides, protéines et glucides, avec voilà, très peu de sucre ajouté, de choses comme ça. Et en fait, en général, le week-end, je m'autorise, je sais pas, un resto, voilà, si je sors avec des amis ou ainsi de suite. Je suis un peu plus flex. Je pense que pour l'alimentation, ça c'est une règle un peu générale que j'ai trouvée, c'est qu'il faut essayer de trouver une alimentation qu'on peut tenir sur le long terme. Si on commence à faire des régimes hyper drastiques, on le tiendra pas. Donc en fait, il faut se trouver une manière de s'alimenter qu'on pourra tenir en fait toute sa vie. Moi là, j'ai un équilibre qui me convient. Donc voilà, donc en général, ouais, les 5 premiers jours de la semaine, je suis très strict. Donc en plus, c'est les jours où c'est le plus chargé en entraînement. Et si je m'alimente mal ces jours-là, moi je le sens direct. Si un soir, je me fais un énorme repas, comment dire, un énorme cheat meal, voilà, le lendemain de l'entraînement, je vais le sentir. Je vais pas me sentir bien. Je vais avoir un cardio éclaté. Moi, je le sens directement. Et alors, toi, tu penses quoi, par exemple, des jeûnes intermittents? Bah moi, c'est ce que je fais. Je le fais pas vraiment volontairement. Mais en fait, moi, quand je me réveille le matin, je vais m'entraîner directement. Et je prends juste un café avant de m'entraîner. Et en général, je mange pas avant midi et demi quand je rentre de l'entraînement. Et le soir, je mange mon dernier repas à 20h. Donc en fait, sans le vouloir, je suis un peu un jeûne intermittent. Je le fais pas trop volontairement, donc je saurais pas dire si c'est bien ou pas. Mais c'est vrai que c'est une manière en fait d'avoir des plus gros repas parce qu'on concentre toutes les calories de la journée en gros en deux repas, en 2 ou 3 repas. Donc ça permet peut-être d'avoir des plus gros repas si on n'aime pas avoir faim. Et puis bon, j'ai pas fait beaucoup de recherches dessus, mais je pense que c'est aussi bon de laisser un peu à son système digestif le temps de se reposer, quoi. Ouais. Si on mange son dernier repas à 20h le soir, bon, se manger dès le matin, à l'instant où on se lève, je sais pas si c'est une très bonne idée. Parce que toute notre vie, notre système digestif fonctionne. Donc lui donner un peu de temps, voilà, 16 heures, 16 heures pour se reposer, je pense que c'est tous les jours, je pense que c'est pas mal. Instinctivement, comme ça, je me dis, ça peut être pas mal. Ouais. Non, moi, c'est vrai que j'avais commencé ça de manière un peu finalement un peu forcée par le fait que je m'assoupissais après un déjeuner. Donc j'avais commencé à un moment donné par arrêter de prendre des déjeuners, puis Ouais, arrêter de prendre des petits déjeuners, et je me sentais beaucoup beaucoup mieux. Et à ouais. l'entraînement, je me sentais mais vraiment ultra léger en fait. C'était Hmm. c'était impressionnant.
jusqu'à un jour où, pour le coup, j'ai fait une grosse crise d'hypoglycémie en entraînement. D'accord. Ouais. Et là, j'étais ultra surpris parce que ça m'était jamais arrivé. Alors, c'était un truc un peu particulier où mon coach m'avait fait combattre plusieurs rounds d'affilée sans pause. Ok. Donc voilà, à un moment donné, c'était aussi un peu normal. Mais c'est vrai que en fait, je sais pas si c'est forcément quelque chose. Moi, j'ai ma femme qui fait des études de nutritionniste, donc qui est un peu devenu un peu plus critique du jeûne intermittent. Mais en tout cas, je pense que moi maintenant ce que j'essaye de faire, c'est de me faire en gros parfois 3-4 jours dans la semaine en jeûne intermittent, et puis après de Ouais. reprendre un déjeuner le midi. Voilà, et sur certaines périodes, effectivement, en tout cas, je sens que j'en ai besoin en fait. Mais après, c'est un peu une forme d'écoute de son propre corps, je pense aussi. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est comme beaucoup de types de régimes ou de types d'alimentation et tout ça. Il faut que ça convienne, faut que ça te convienne en fait. Et si tu te sens bien en mangeant ceci ou cela, c'est ça le but. Le but final, c'est ça, c'est se sentir bien, se sentir performant. Donc il y a des gens qui sont obligés de manger le matin, bah, ils mangent le matin. Il y en a qui mangent à partir de 13h ou plus tard. En fait, il faut trouver la formule un peu qui te convient et qui te fait te sentir bien. Alors, je pense qu'aussi peut-être un peu ce qui peut être intéressant aussi d'évoquer, parce que comme tu disais, ton but c'est aussi après de transmettre le Ouais. sport à d'autres. Euh, Qu'est-ce que tu mettrais un petit peu comme dimension pédagogique justement, notamment dans l'éducation en fait, qu'on peut reconnaître comme vertu des sports de combat? Bah, déjà dans les sports de combat traditionnels, donc tout ce qui est judo, le jiu-jitsu le fait aussi, karaté, ainsi de suite. Voilà, t'as toute la dimension. Voilà, on t'enseigne les valeurs du sport. T'as le salut en entrant sur le tatami, ainsi de suite. Voilà, au judo, t'as les valeurs du judo et tout ça. Donc voilà, le respect, l'humilité, voilà, le respect de l'adversaire, la combativité. Et ça, je pense que pour des enfants, c'est des choses qu'on n'apprend pas vraiment à l'école, ni vraiment à la maison. Donc je pense que c'est bien. Pour ça, je pense que les sports de combat sont bien. Notamment les sports de combat dits plus traditionnels. Ouais, voilà, je peux penser qu'à ça. Et puis aussi, bah, voilà, se mettre dans le dur tôt, en fait. Je pense que pour des enfants, c'est bien voilà, d'aller en compétition, de savoir, de savoir combattre. Combattre pas dans le sens combattre physique, mais combattre surtout mentalement, tu vois, voilà, se sortir de sa zone de confort. Savoir perdre aussi, savoir avaler une défaite et rebondir après. Je pense que c'est des choses qui sont. Il n'y a pas trop d'autres contextes où on peut apprendre ça à des enfants, je pense. Ouais. Et moi je pense, enfin il y a un truc qui me vient aussi un peu dans cette dimension éducative. Bien évidemment que le but c'est pas de faire des enfants des gamins violents et qui vont régler le moindre conflit par la force. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a parfois un peu une tendance dans l'éducation aujourd'hui très maternisante, Oui, qui est de dire aux enfants, bah, quand il y a un problème, tu vas voir la maîtresse, quand il y a un problème, tu vas voir maman, tu règles pas tes comptes tout seul, etc. Et encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il faut forcément que les enfants règlent leurs comptes par le duel systématiquement. Mais parfois, enfin moi, ça m'est déjà arrivé de dire à mon fils, bon bah à un moment donné là, si un tel ne fait que te harceler en permanence et se moquer de toi, et bah tu lui expliques qu'il a pas intérêt à continuer. Et puis bah s'il continue, bah à un moment donné, tu vas lui apprendre à le calmer, à lui faire comprendre que bah avec toi ça se passe pas comme ça, que tu te laisses pas faire. Et puis si la maîtresse dit quelque chose, bah c'est moi qui irai voir la maîtresse pour lui dire que c'est moi qui t'ai dit à un moment de faire ça quoi. En fait, et c'est vrai que moi c'était en tout cas dans l'éducation d'un garçon, encore une fois, j'insiste bien parce que ce que je dis pourrait être mal interprété. Mon but n'était pas de faire mon fils à une sorte de gros bourrin qui va utiliser sa force de manière inconsidérée et injuste, mais simplement de prendre confiance en lui et de se dire voilà, à un moment donné, dans un conflit, euh, bah, j'assume l'adversité jusqu'où elle peut aller. Et d'ailleurs, en fait, il est rarement. Enfin, je crois pas qu'il soit allé aux mains dans ces conflits, mais le simple fait de savoir qu'on pourrait aller aux mains si jamais ça dégénérait, ça permet du coup d'aborder l'étape où on tient tête, où on fait face finalement à celui qui se moque de nous, à celui qui nous titille, etc. Et je pense que tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais même parfois dans des situations, même dans la rue en tant qu'adulte,
Parfois, justement, le fait d'avoir derrière soi une expérience de sport de combat fait que quand un type nous jette un regard noir ou un peu menaçant, on va peut-être moins baisser les yeux, on va peut-être avoir plus confiance en soi et d'une certaine manière, cette confiance en soi va écarter le conflit. Parce que justement, on a, il y a quelque chose en nous qui fait que finalement, voilà, peut-être l'autre va être impressionné ou en tout cas, enfin, je sais pas. Moi, c'est comme ça que je le perçois un petit peu. Je sais pas si tu as. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, comme tu parlais de ton fils, en fait, je pense que c'est bien d'apprendre que l'usage de la force peut être utile et qu'il peut y avoir un bon usage de la force et qui peut être juste. Et que toute violence n'est pas forcément à condamner, n'est pas forcément injuste. Ça, je pense que c'est important de l'apprendre. Et du coup, si tu l'apprends directement, si tu l'apprends des petits à ton fils, je pense que c'est une bonne chose. Et ensuite, oui, dans des situations plus adultes, en fait, je pense que ça se sent, tu vois. Si tu as fait des sports de combat, forcément, t'es plus serein en fait dans la vie de tous les jours. Et donc, je pense que tu es moins sujet à te faire emmerder, à tout ça, ou au moins, quand tu commences à te faire emmerder, quand on voit que tu es un peu sûr de toi, ça peut être assez dissuasif, pardon. Et donc, oui, au quotidien, ça aide de pouvoir sortir de chez soi tranquillement, assez sereinement, même si ça peut être comme on parlait tout à l'heure, voilà, dans la rue c'est différent, donc ça peut être une sérénité un peu fausse, mais au moins on a ce sentiment de on sait ce que c'est, quoi. On sait ce que c'est que la violence, on sait faire face à l'adversité, et donc on y gagne. Et par contre, moi je suis pas d'accord avec toi dans le sens où moi si on me jette un regard noir, moi je suis pas du genre à... moi je m'en fous, hein. Moi je trace ma route. Je suis pas du genre à chercher des embrouilles pour rien. Au contraire, ça aussi c'est le fait de savoir ce que c'est le savoir de comment dire le fait de savoir ce que c'est de prendre des coups et de savoir ce que c'est que la violence fait que moi personnellement je l'évite au quotidien. Puis en plus j'ai des objectifs qui sont autres. Moi j'ai d'autres endroits où je suis censé être violent. Donc non, moi je suis pas du genre à répondre dans la rue ou quoi que ce soit. Je pense qu'au contraire ça peut apporter une certaine sagesse, les sports de combat justement. Ouais, On non, devient un peu moins... je comprends ce que tu veux dire. Ce que je voulais dire, c'est parfois, quand la personne te regarde, d'une certaine manière, elle essaye peut-être de te jauger. Et que Ouais, parfois, c'est vrai. le fait de tenir un regard, je dis pas de répondre à une provocation ou de faire monter la sauce, Oui, oui, ok. mais de soutenir en quelque sorte le regard, de pas d'une certaine manière accélérer le pas, courber la tête, D'accord, voilà. ouais. Parfois finalement, peut laisser passer le message qu'en gros voilà, bah, avec lui on va pas l'attaquer parce que c'est pas une proie finalement. Mais je vois ce que je voulais dire, c'était pas non effectivement. Enfin moi je suis un peu comme toi, c'est que quand souvent je jauge, j'essaie de jauger les situations, Ouais. euh, et de me dire bon voilà, en gros est-ce que là il faut que j'intervienne parce que bah, c'est un peu mon rôle de défendre une personne qui va être dans une situation où bah, finalement personne se lève, donc à un moment c'est à toi de te lever. Ou est-ce que ça va se calmer tout seul et dans ce cas-là, ça sert à rien d'aller mettre son grain de sel pour faire encore plus, rendre la situation encore plus explosive, quoi. Mais bon, c'est toujours des trucs un peu délicats Ouais. à juger, quoi. Moi, il y a un sujet dont j'aimerais sur lequel j'aimerais avoir ton avis. C'est le rapport entre les sports de combat et la foi catholique. Ah bah bien Parce qu'on sûr, m'a déjà, effectivement. parce qu'on m'a déjà dit, ouais, c'est un péché de faire un combat de MMA parce que tu cherches à faire du mal à ton prochain et ainsi de suite. Donc moi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Alors, moi, je suis pas du tout théologien là-dessus, mais bon, déjà, si on regarde quand même un peu l'histoire de l'Église, on a l'impression quand même que les combats de chevaliers, les joutes, etc., ont toujours été, enfin, se sont déroulés dans un cadre chrétien. Et donc, l'Église a pas condamné la chevalerie, au contraire, elle l'a encadrée, elle l'a même magnifiée, elle l'a surélevée. Alors il y a la question du duel, mais qui en fait finalement le duel a été plutôt et puis d'ailleurs bon là c'est quand même dit très différent le duel parce que le duel est là pour régler une question d'honneur, etc.
Et donc le duel, il a souvent été plutôt condamné par le pouvoir politique, parce que le duel opposait des aristocrates entre eux, etc. Enfin, ça jetait un certain nombre de problèmes dans la société. Mais pour le coup, je pense pas vraiment que l'Église, en tout cas d'un point de vue dogmatique, si tu veux, sur le plan de la morale, et jamais statué là-dessus, quoi. Enfin, alors je crois qu'il y a eu des périodes où l'Église, mais c'était pareil, c'était pas des dogmes, quoi. C'était certaines opinions théologiques qui disaient que voilà, la boxe en niveau professionnel, c'était un sport où en fait on perdait trop de neurones, de choses comme ça, que c'était voilà, l'Église condamnait un peu. Euh, Moi, j'ai un peu envie de dire que, enfin, si on prend du recul, c'est aussi toujours une question d'équilibre, quoi. Je pense qu'effectivement, à mon avis, enfin, même quand on est boxeur professionnel, il y a un moment donné où il faut peut-être savoir jusqu'où on va. Euh, et, euh, et même, tu vois, on voit, enfin, moi, c'est peut-être d'ailleurs, tu vois, un des trucs sur lesquels j'ai parfois un peu du mal avec le MMA, où on va dire quand ça devient très commercial et très médiatique avec des gros enjeux financiers. Ouais. euh, j'ai toujours un peu l'impression qu'il y a une part d'hubris, si tu veux, de désordre, un petit peu dans par rapport, tu vois, ou même aux sommes que tous Ouais. ces combats engendrent, de paris, de spéculation autour, où je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu malsain. En revanche, pour le coup, je trouve que vraiment, enfin, tout ce dont on a parlé pendant cette émission, de vertu, c'est-à-dire de dépassement de soi, d'apprentissage de ses limites, parce que je pense encore que c'est quelque chose qui rend très humble. Enfin, moi, je veux dire, de cette manière, je suis toujours un peu déçu quand un mec a le dessus sur moi, mais en même temps, ça me fait du bien, quoi. Enfin, ça me permet de Oui, pas me oui. prendre pour Dieu le Père, quoi. Enfin, de me dire, bah tiens, en fait, t'as encore plein de choses à apprendre. Et bon, ça, c'est un peu aussi ce qu'on retrouve dans les sagesses asiatiques, dans la relation maître-disciple, quoi, en fait, où on n'est jamais un maître absolu. Même les meilleurs ont toujours des nouveaux trucs à apprendre. Donc, pour moi, c'est assez compatible avec l'humilité chrétienne. Et si on pratique d'une certaine manière dans une dimension où le but est d'être dans la pratique d'un sport, et donc avec le consentement de l'autre, on est tous les deux prêts à perdre, tous les deux prêts à prendre et à recevoir des coups, enfin pardon, prêts à prendre et à donner des coups. Bon bah, je pense qu'on cadre ça, on va dire, en évitant que ça dégénère sur quelque chose qui serait malsain, quoi. Enfin, je sais pas toi comment toi tu réponds à ça personnellement, mais Bah, justement, moi, j'ai pas trop comment dire. J'ai pas, voilà, moi non plus, je suis pas théologien, donc moi, je sais que quand je combats, je fais pas, j'ai pas un souhait de nuire à l'autre, dans le sens où j'ai pas envie bon, lui faire mal, tu lui fais forcément mal, mais c'est pas, voilà, je ressens pas de haine envers mon adversaire. Donc je pense que si t'as pas si ça n'éveille pas en toi des sentiments vraiment profonds de haine, ou de choses qui peuvent être contraires à notre foi, je pense qu'il y a il y a aucun souci, et ça reste du sport. en fait, moi, tu vois, j'ai un peu l'impression, enfin, surtout quand je regarde des combats, qu'il y a un peu deux formes de mentalité. Tu as une mentalité très dans la starisation à l'américaine, où Ouais, tu vois, tu cherches un peu à humilier l'autre, enfin, vraiment un jeu ouais, un peu de coq, quoi. Enfin, voilà, où les mecs, ouais, dès la pesée, tu vois, se lancent des regards, etc. Bon, après, ça fait partie du sketch, et le but, c'est encore une fois de vendre du spectacle au maximum de gens. Et une mentalité peut-être plus qu'on retrouve effectivement, comme tu disais, dans les arts martiaux traditionnels, et enfin moi je pense en particulier à la boxe thaï, euh, où il y a beaucoup plus une dimension, en plus en Thaïlande il y a une dimension presque religieuse, enfin même pas ouais. presque, totalement religieuse dans la boxe. Alors ça justement, certains diraient, moi on m'a déjà dit, oui mais tu fais un sport quand même où il y a des prières bouddhistes, tu pries des démons avant le combat et tout. Enfin non, déjà moi personnellement on m'a jamais enfin, nous au club, on voyait ça plus comme des danses Bien sûr. dans une dimension un peu folklorique, et même si on porte, tu vois, les Pradjets, etc. Voilà, on y met pas une dimension religieuse dedans. C'est simplement des ornements traditionnels. On respecte comme on met un kimono pour faire du Bah, judo. ça revient à l'humilité dont tu parlais, hein, c'est une forme d'humilité aussi. Voilà, d'accepter les principes de ceux qui ont créé ce sport, Exactement. voilà, et pas les dénaturer. Et puis, et voilà. Et pour le coup, moi, je trouve que dans l'éthique asiatique,
il y a quand même beaucoup de bonnes choses et peuvent être compatibles avec le christianisme, vraiment, notamment dans l'humilité et dans le Ouais. respect, quoi. Et c'est vrai que souvent, alors pas toujours, parce que plus la boxe thaï devient un sport commercial, médiatique, etc. Et puis bon, les Thaïlandais sont quand même très bons pour en faire une économie et des paris dès la plus tendre enfance avec des combattants de 6 ans. Mais néanmoins, donc sans idéaliser voilà, les Asiates, il y a quand même souvent à la fin des combats les gars qui se serrent dans les bras et enfin voilà, on voit qu'il n'y a pas une dimension d'animosité. Évidemment, sur Ouais. le ring on est combattant, donc comme sur un terrain de rugby en fait, voilà, forcément, si j'ai l'occasion de te plaquer, je vais te plaquer, et puis si j'ai l'occasion même de un peu de te faire mal, je vais peut-être le faire. Enfin, c'est pas le but, mais Ouais. voilà. Et mais une fois qu'on sort du terrain ou qu'on sort du ring, on se donne une accolade parce que justement, l'esprit du sport, c'est ça qui nous unit, et puis ça reste un jeu, quoi, en fait, dans le fond. Oui, ça, puis ça, en fait, on le retrouve même dans le sport, enfin, moi, dans tous les sports de combat que j'ai pratiqués, enfin tous, dans les 2 sports de combat que j'ai pratiqués, on retrouvait ça aussi, en France, hein, j'ai jamais eu d'animosité avec un adversaire, avant ou après un combat. Et moi, d'ailleurs, c'est ça qui, pour moi, rend l'exercice difficile, en MMA, par exemple, c'est que moi, j'ai du mal à me mettre dans le rouge et à vraiment vouloir, éclater, un gars, qui m'a rien fait, quoi. Ça, c'est Ouais. un truc assez particulier et je pense que tout le monde n'en est pas forcément, capable de faire cette transition dans sa tête, mais oui, en tout cas dans le sport amateur, voilà, s'il y en a qui nous écoutent, qui veulent s'y mettre, dans le sport amateur, il y a vraiment pas d'animosité, il y a pas de voilà, c'est comme tu dis, c'est l'esprit du sport qui prédomine. Et après, je pense que pour le coup, une certaine mentalité, chrétienne, ou en tout cas une certaine éthique du sport, me paraît vraiment importante et nécessaire, parce que justement, moi, j'ai déjà vu effectivement un peu dans l'esprit racaille, des mecs qui ne supportent pas la défaite Ouais. et qui ne supportent pas même, on pourrait dire, la sympathie dans le combat, parce qu'ils Ouais. voient ça comme de la faiblesse, quoi. Et moi, je me Ouais, ouais. souviens, une fois, avoir combattu face à un mec qui, en gros, c'était au point, hein, simplement. Donc je gagne le premier round, le deuxième, donc le mec voulait absolument prendre sa revanche. Et à tel point que le mec s'est mis à frapper comme une brute et il s'est pété le tibia sur mon genou. Ah oui, merde. Et si tu veux, moi, j'étais ultra gêné, parce qu'en fait, j'ai pas envie de faire mal à un mec et encore plus lui péter un truc, quoi. Mais tu sentais vraiment qu'en fait, lui et ses copains, en fait, le fait que je m'excuse et que je cherche même, tu vois, dans ma Ouais. trousse à pharmacie, enfin, tu vois, que j'essaye, en fait, je me suis dit, en gros, le gars, je vais m'occuper de lui, quoi. S'il faut l'emmener à l'hosto, voilà, c'est de ma faute. Même si je lui ai pas infligé un coup, quoi. C'est lui qui s'est défoncé sur moi. Mais tu vois, mes gestes étaient pris comme vraiment une sorte de faiblesse. Une sorte Tu vois, d'humiliation presque. Ouais. et les mecs me regardaient vraiment comme une merde. Alors que bon, j'avais l'impression de réagir un peu naturellement, quoi, en me disant voilà, le mec. Ouais, je trouve ça étrange parce que moi, c'est pas du tout quelque chose qui me choque. Je sais pas, je trouve ça. Surtout que voilà, comme tu c'est en compétition amateur, tu pas de voilà, il y a pas d'enjeu, Hmm, énorme, c'est quand même ouais. bizarre de voir ça comme une faiblesse, non, c'est vrai que c'est Ouais, bizarre. mais voilà, mais c'est peut-être un peu voilà le côté, l'esprit un peu racaille qu'il peut y avoir Ouais, ouais. chez certaines personnes, quoi. Mais voilà, mais je pense effectivement que ce qui peut donner une beauté à ces sports-là, c'est qu'il y ait une éthique, Ouais. qui est voilà, basée sur l'humilité, le respect. Ah puis le courage, on en a pas beaucoup parlé, le courage quand même, c'est parce que ça demande du courage de monter, que ce soit sur un ring ou dans une cage, ou même, sur un tapis, je sais pas, de judo, de jiu-jitsu. Ça demande du courage, voilà, d'aller affronter quelqu'un d'autre et de risquer de perdre et de se faire mal, ça demande du courage. Et donc c'est quand même une opportunité. On a peu d'opportunités au quotidien de se montrer courageux. Donc je pense que ça, c'est une belle occasion, voilà, si on veut essayer, c'est une belle occasion de sortir de son quotidien et de faire quelque chose de réellement courageux. Alors, avant de conclure cette émission, parce que ça commence à faire 1 heure qu'on parle, j'avais juste une dernière question qui me venait en tête. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'avec justement l'UFC, Benoît Saint-Denis, etc., il y a un peu un regain ou une mode, un peu des sports de combat de manière générale, qui est en train qui est croissante, ou pas particulièrement, c'est juste parce que nous, on regarde ça et on s'y intéresse et on a l'impression que c'est plus à la mode, mais pas Non, forcément. je pense qu'il y a vraiment une mode, surtout en MMA, il y a ouais, les clubs de MMA sont de plus en plus remplis.
Et en soi, c'est une bonne chose, parce que voilà, moi je vois par exemple, voilà, j'ai fait 2 compétitions de MMA amateur, j'ai fait 3 combats en tout, et j'ai vraiment trouvé, en regardant les combats et même par rapport à certains de mes adversaires, il y a un niveau en France en MMA amateur que je trouve, enfin qui est vraiment très bon. Je trouve qu'en moyenne les combattants sont assez bons, et donc c'est une bonne chose parce que ça fait qu'à l'international, on peut voilà, faire monter des combattants, et la France devient vraiment un pays de MMA en fait. La France a toujours été un pays, comment dire, de sport de combat. Voilà, tous les gamins ont fait du judo, en kickboxing, muay thai, et ainsi de suite. Il y a toujours eu des grands combattants français assez connus. Mais oui, il y a un effet de mode en ce moment avec le MMA. Mais personnellement, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. Ok, ok. Est-ce que tu avais éventuellement quelques messages à faire passer, quelque chose des points qu'on n'a pas évoqués, tu voudrais adresser à nos auditeurs? Ouais, juste un point sur, pas sur le sport de combat, mais sur le sport de manière générale. Je pense que c'est vraiment, beaucoup de personnes sous-estiment l'importance du sport, quotidien, et je pense vraiment que faire du sport au quotidien, ça doit devenir une habitude, chez, presque tout le monde, en fait. Si on est apte à faire du sport, il faut en faire un peu, et ça peut être vraiment, presque rien. Faire un quart d'heure d'une activité sportive tous les jours, c'est vraiment important. Je dis un quart d'heure un peu au pif, hein, mais je parle vraiment pour les gens qui pensent ne pas avoir le temps. Il faut vraiment essayer d'intégrer ça dans sa routine, et de voir ça comme, voilà, pourquoi je mange sainement, pourquoi je fais d'autres choses pour ma santé, mais pas du sport. Et moi, je vois trop de gens autour de moi qui n'ont pas du tout d'activité sportive, et je pense que c'est mauvais. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Et faire du sport, ça peut être, si on peut trouver un sport ludique, c'est encore mieux. Voilà, ça peut être faire un foot avec ses potes, ça peut être, voilà, trouver une activité physique qu'on apprécie vraiment, et essayer d'en faire quasi quotidiennement. Voilà. Non, non, mais je plus sois, et je pense effectivement qu'il y a aujourd'hui quand même énormément de possibilités, ou même si on a peu de temps, moi ça m'arrive effectivement parfois d'avoir des semaines où le temps passe très vite. Il y a énormément de programmes, par exemple, de sport qu'on peut faire chez soi, avec des coachings vidéo, des choses comme ça. Enfin, voilà. Et puis même, d'ailleurs, parfois, il n'y a pas besoin de s'abonner à un truc très cher, hein. En réalité, vous pouvez fabriquer vous-même votre propre programme à base d'exercices d'abdos, de pompes, voilà. Enfin, même sans forcément acheter une panoplie d'haltères. Déjà, rien qu'en poids du corps, on peut faire, Bien sûr. plein de choses chez soi, quoi. Non, non, tout à fait. Je pense que c'est vraiment une. Il y a vraiment, enfin d'ailleurs on se sent bien quoi, une fois qu'on fait du sport, quoi. Il y a vraiment Bien sûr. quelque chose qui nous transforme, et je pense que ça joue beaucoup sur le moral. Et c'est vrai qu'on a tendance, enfin là je parle vraiment sur le plan aussi en s'adressant aux catholiques qui nous écoutent, euh, on a beaucoup eu tendance, je pense, ces dernières décennies à séparer le corps de l'âme, Oui. et en oubliant en fait finalement que les deux sont reliés, et que du coup il y a un va-et-vient permanent entre notre corps et notre âme, et que si on n'éprouve pas notre corps d'une certaine manière, ça nuit aussi à notre âme, quoi. Oui. Ouais, c'est un sujet, bon, c'est un sujet assez long, mais où j'aurais aimé parler aussi. On en parlera peut-être une autre fois. Et oui, moi Non, j'ai mais on a remarqué encore qu'il y un a quand peu de même temps. il y a toute une, un peu de méfiance voilà, chez les catholiques, tu sais, par rapport au corps en général. Et peut-être même, tu vois, avoir un corps musclé ou quoi, ça peut même faire un peu mauvais genre parfois, et prioriser son corps, enfin prioriser non, mais tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donner de l'importance à son corps et à sa condition physique peut être même une forme d'orgueil ou de voilà, j'ai remarqué qu'il y avait un peu de ça, et comme tu dis, oui, c'est dommage parce que le corps et l'âme, sont ensemble, et donc il faut prendre soin de son corps. Et en fait, l'activité physique quotidienne, faut pas voir ça uniquement. Oui, ça fait du bien. Après, on se sent bien, mais il faut voir ça vraiment sur du long terme. C'est-à-dire que même si on fait seulement, comme je disais, un quart d'heure, tu vas courir un quart d'heure. Si tu fais ça tous les jours, à la fin de l'année, ça fait. Je suis pas bon en maths, mais ça fait 365 fois un quart d'heure de course à pied, c'est beaucoup. Et donc sur le long terme, ça fait que notre condition physique s'améliore. Voilà, si on veut, voilà, il faut commencer le sport, et même commencer par des petits objectifs.
Non, non, mais complètement. Et en fait, je pense que, enfin, voilà, pareil, on va pas repartir sur un quart d'heure, 20 minutes sur ce sujet-là, point. Mais c'est vrai que tu as raison. Enfin, un peu d'insister en conclusion, c'est que, en fait, il y a deux éléments. Il y a d'une part le fait que nos vies, dans un monde de plus en plus, où on est quasiment tous dans le tertiaire, il y a beaucoup moins d'exercice physique, donc on est plus assis à une chaise, on est assis dans sa voiture, etc. Donc on a perdu finalement toute l'activité physique naturelle d'autrefois, où en fait le fait de laver son linge était beaucoup plus physique avant, le fait de cuisiner, d'aller chercher sa nourriture était beaucoup plus physique avant, etc. On marchait beaucoup plus. Enfin voilà, donc en gros, comme on a beaucoup moins d'activité physique, et donc du coup, ça c'est la dimension finalement, on pourrait dire naturelle de la vie. C'est qu'en gros, on- l'erreur un peu moderne de beaucoup de catholiques, c'est de se dire finalement, nous, la vie de foi, la vie spirituelle, c'est que le surnaturel, c'est que la grâce. C'est ça. Ouais. Et en fait, on oublie que oui, le surnaturel et la grâce, très bien, mais ça ne peut pas s'appliquer sur une nature qui est viciée. Et donc, en fait, Oui. si on devient justement des larves avec notre corps, Exactement, oui. si on se rétracte sur nous-mêmes physiquement, finalement notre âme, enfin notre vie spirituelle ne peut pas se déployer, quoi. Et donc il est important alors ça veut pas dire encore une fois qu'on peut pas être un bon chrétien sans faire de sport, parce que parfois un handicap, une maladie grave fait qu'on peut pas. Et auquel cas, on éprouve justement par la maladie, par la souffrance, une autre forme de combat. Mais quand on a un corps qui est sain et on est fait pour avoir une activité physique, quelle qu'elle soit, et le fait d'y renoncer, c'est, je pense, quelque chose d'assez néfaste pour un équilibre psychique, Bien sûr. et qui est la condition, cet équilibre psychique du développement des vertus surnaturelles. Oui, si Dieu nous a donné un corps, c'est pour s'en servir, je pense. Complètement, tout à fait, tout à Ouais. fait. Eh bien, écoute, Pierre-Loup, je te remercie pour cette émission. J'espère que tous ceux qui nous ont écoutés vont prendre un abonnement dans un club de sport de combat à la suite de l'écoute, ou au moins, en tout cas, qu'ils y réfléchiront. Et voilà, j'espère que voilà, tout ce qu'on a évoqué vous donnera un peu envie de découvrir ces saines vertus des sports de combat. Merci encore, Pierre-Loup. Merci à toi, Victor.